Alors, voilà. Alors, pour commencer, je vais vous demander de prendre une feuille A4 que vous allez plier en 4, c'est-à-dire dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Voilà, de façon à avoir un premier rectangle, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Oui. Voilà, c'est bon pour vous. Si c'est bon, vous pouvez mettre un petit pouce violet là qui lève la main, s'il vous plaît. Ok, super, super. Okay. Ah tiens, il est vert. Bien. Ok. Voilà. Alors, donc, je me présente, je suis Laurence Rambaud, je suis actuellement en CPCE1 et je suis l'autrice du site Le cœur d'une classe. Donc, mon émotion, je suis heureuse d'être là, d'être avec vous dans l'élan du festival qui, moi, m'ouvre beaucoup de perspectives, de rencontres et d'innovations pour l'apprentissage. En fait, j'ai prévu un temps de questions à la fin. Donc, si c'est OK pour vous, j'aimerais bien que les questions, on les garde pour la fin parce que je suis assez concentrée sur mon propos et pour moi, ce sera plus facile. Et puis, je vous enverrai aussi mon slide à la fin de l'atelier. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est mon témoignage. Donc, le témoignage d'une enseignante qui est en classe de CP cette année et habituellement plutôt en classe de CP-CE1, bien que j'ai aussi enseigné en maternelle. C'est donc un partage d'expériences et de ressources qui sont aussi en ligne sur le site www.lecoeurduneclasse.com. Et c'est aussi une invitation à la créativité et à la joie. Et pour moi, c'est vraiment important de cette invitation-là parce que c'est cette créativité et cette joie qui me font me relier à mes émotions et qui fait que je suis en lien avec moi. L'année dernière, il y a des personnes qui faisaient l'instruction en famille qui ont suivi cet atelier et du coup, évidemment, moi, ma pratique, elle se situe dans une classe en école élémentaire, mais tout est transposable. J'ai été formée au DU promouvoir la motivation et le bien-être à l'école avec des enseignants donc de maternelle, primaire, collège, lycée et post-bac. Voilà. Je vais maintenant vous parler de ma démarche. Parce que comme ça, vous comprendrez un petit peu d'où cela vient. Voilà. Donc, mon but pendant ces 20 années d'expérience, ces plus de 20 années d'expérience, a été de faire réussir et de réussir pour chacun dans la joie, donc aussi bien les élèves que les enseignants. Seulement, réussir, c'est pas toujours facile. Je n'ai pas de baguette magique et faire réussir dans la joie, je n'ai pas non plus de baguette magique pour cela. Et en plus, c'est vrai que nous, les enseignants, on sait qu'on n'aura jamais cette baguette magique. Mais ce constat m'engage sur un chemin d'essai au quotidien, d'expérimentation et de partage. Et donc, on pourrait dire de chercheur. Et Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'INSERM, lors de sa conférence « Mieux maîtriser son attention à l'école, tout un programme à Lille » en 2018, définit les chercheurs comme tels. Il dit « Si on élargit le sens du mot chercheur à quelqu'un qui se pose des questions, qui formule des hypothèses, qui va tester ses hypothèses, qui valide ou invalide, en fait, on est tous chercheurs. On est chercheurs différemment.
C'est-à-dire que nous, en classe, on est chercheurs, que les parents à la maison face à l'apprentissage sont chercheurs, que les psychologues, les orthophonistes sont aussi chercheurs. Et en fait, nous tous, ce qu'on cherche autour de l'apprentissage de l'enfant, c'est un truc qui marche, comme le dit si bien Jean-Philippe Lachaud. Donc, moi, je suis au quotidien en classe avec les enfants, en rendez-vous avec les parents, en concertation avec mes collègues lors de temps plus ou moins formels. Et on est tous complémentaires et on a besoin de cette complémentaire pour que les relations soient le plus fluides possible entre les personnes et le savoir. Donc, au niveau de ma démarche, donc je vais vous parler des formations que j'ai suivies au niveau personnel, donc avec Isabelle Filiosa pendant 2 ans. Suite à cette formation, j'avais mis en place dans ma classe de maternelle un moment de météo intérieur, c'est-à-dire qu'au moment de la séparation, quand les enfants arrivaient à l'école et quittaient leurs parents, ils étaient amenés avec leurs parents à poser une gommette, un smiley, content ou pas content, ou il ne sait pas trop, pour pouvoir exprimer son émotion. Donc ça avait l'avantage que le parent et l'enfant pouvaient communiquer là-dessus, que moi aussi avec l'enfant je pouvais communiquer là-dessus, et puis qu'on pouvait s'occuper de cette émotion-là pour laisser plus de place à ce qui allait se passer en classe et plus de place à l'apprentissage. En couple et en famille, on a aussi fait un travail autour des émotions. Au niveau professionnel, j'ai évidemment participé à plusieurs formations au niveau de la formation continue. Donc aussi bien dans des matières très précises comme maths, anglais, ou dans des sujets beaucoup plus transversaux comme la gestion mentale, la communication bienveillante. Et puis en 2019-2020, j'ai suivi le DU Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, qu'on appelle aussi Promobi ou Promo-B, à l'Université de Grenoble. Et ce DU se base sur les recherches en psychologie positive. Donc la psychologie positive, c'est une science qui est récente, qui date du tournant du 21e siècle, et elle prône un changement de paradigme, c'est-à-dire que la psychologie positive s'intéresse à la santé, au bien-être, et non pas au mal-être, à la maladie. Donc elle veut développer les facteurs de promotion de la santé, donner des réponses à une nouvelle demande sociale. Elle cherche à mettre en valeur des ressources, elle cherche à mettre en valeur ses ressources et découvrir toutes celles que nous avons à portée de main. Jusqu'alors, les sociologues pensaient que la psychologie s'intéressait plutôt à la personne, à l'individu, et la psychologie positive, elle, s'intéresse aussi aux institutions, donc dans notre cas, l'école. Gabel et Hett, en 2005, donnent cette définition-là. C'est la science qui étudie les conditions et les processus contribuant à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Donc, dans cette définition, il y a vraiment 2 mots qui sont importants. Fonctionnement optimal, c'est-à-dire c'est la possibilité pour la personne d'avoir accès à toutes ses ressources, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que souvent, on a l'habitude de fonctionner bien dans des situations qui sont agréables, faciles. Et la psychologie positive s'intéresse justement à comment bien fonctionner, même quand on est sous stress, même quand on a une émotion qui est difficile. Donc, toutes ces formations m'ont permis non seulement l'acquisition de nouvelles compétences, ça c'est très important, mais elles m'ont aussi amené à des échanges avec des pairs en profondeur sur mes réussites et mes difficultés. Ça m'a aussi amené à un vrai questionnement pour avancer en classe, me laisser déséquilibrer, oser, chercher et au bout du compte, permettre que je fasse du mieux possible. Alors, de l'intuition à la théorie. Donc, durant ces 20 années, au cours des formations, j'avais intuité certaines pratiques et suivre le DU m'a permis de vraiment trouver mon fil conducteur. Et la relecture de mes 20 années de pratique et de découvrir que mon intuition avait des fondements théoriques. Et ce qui a été une vraie force pour moi, comme un appel à oser plus, à encore plus de créativité. Alors, au niveau des fondements théoriques, je vais vous présenter 2 théoriques qui me semblent importantes pour construire des apprentissages dans la joie.
Donc, il y a 2 piliers. La relation d'attachement. Donc, cette relation, elle est due à notre condition humaine, puisqu'en venant au monde, nous sommes très vulnérables. Effectivement, on ne peut pas se nourrir tout seul, on ne peut pas se déplacer. Donc, on a besoin de quelqu'un, une figure d'attachement qui va nous garantir cette sécurité. Donc, d'une part, on est très vulnérable et on a aussi un très haut potentiel de développement. Et c'est donc l'adulte qui est garant de notre sécurité. Et à l'école, nous, les enseignants, nous sommes aussi figures d'attachement puisqu'on va garantir la sécurité dans les relations entre les enfants, dans les relations avec l'enseignant. Et on garantit aussi la sécurité entre l'enfant et le savoir en encourageant l'initiative plus que le résultat. Cette figure d'attachement a un regard et un accueil inconditionnel de toute personne, y compris de soi-même, avec toutes nos émotions, nos gestes, et c'est la condition nécessaire à l'apprentissage, aux relations sociales et à l'empathie. Sans quoi, si on n'a pas cet accueil inconditionnel, on met notre énergie à se protéger plutôt qu'à apprendre. Donc ça, c'était la première théorie. Et puis, il y a la deuxième, la curiosité naturelle de Ryan et Deci. Donc, cette curiosité naturelle, elle est dans la théorie de l'intégration organismique, c'est-à-dire que l'être humain est naturellement curieux et il a besoin pour vivre de développer de nouvelles expériences, ce qui est une motivation et qui va lui permettre d'être plus adaptatif. Donc, la motivation est naturelle, elle est tournée vers l'épanouissement de soi, l'intégration de nouvelles connaissances et de nouvelles valeurs. Apprendre sera au fil des expériences l'intégration de demandes externes par des jeux et donnera de la valeur aux apprentissages. Donc, cette tendance est intégrée dans le système Seeking, ici, et elle se situe dans le cerveau archaïque, le cerveau reptilien. Donc, nous, les enseignants, cela nous engage à organiser les apprentissages autour d'une relation sécure et pour favoriser cette curiosité naturelle dans cette relation sereine. Alors, je vais vous donner 3 exemples pour illustrer. D'abord, je vais illustrer la curiosité naturelle. Donc, dans ma classe, j'avais un petit élève, Eric, qui avait des grosses difficultés, des troubles du langage, qui était suivi chez l'orthophoniste depuis la moyenne section. Et puis, il était dans ma classe en CE1, et avec les CP, on travaillait sur les lettres finales muettes. Et lui intervient, donc il prend la parole, et il me dit « Ah, mais tu te souviens, maîtresse, 100, tu sais, dans 100, eh ben, il y a un T pour se préparer à dire centaine. » Donc, c'est vraiment lui qui doit activer beaucoup de courage pour pouvoir avancer dans son apprentissage en lecture-écriture, qui dit ça. Du coup, Léo rebondit et dit « Ah bah oui, et puis dans le mot sang, tu sais, le sang qui coule dans nos veines, on met un G pour se préparer à dire saigner. » De là, une autre élève intervient et dit « Bah oui, et moi, je sais que dans blanc, il y a un C pour se préparer à dire blancheur ou blanchir. » Et donc, vous voyez, la curiosité naturelle de Eric, elle a pu se développer et avoir toute sa place et entraîner les autres. De même, lorsqu'elle n'est pas nourrie, Eric venait régulièrement me voir en me disant « Maîtresse, tu sais, pour mes dictées à trous, est-ce que tu peux me donner le petit papier ou est-ce que tu peux venir me faire les mots ?» Voilà. Donc, cette relation sécure, elle permet vraiment d'avancer et de nourrir la curiosité naturelle. Je vais vous donner un autre exemple avec Léo et le crayon doré. Cet exemple illustre la relation d'attachement importante dans le cadre de sécurité. Donc, c'était juste avant les vacances de Noël et j'avais emprunté 6 crayons dorés à ma collègue de maternelle. Et au moment de ranger, en plus j'étais en retard, donc il était 16h28 à peu près, je me rends compte qu'il n'y a que 4 crayons. Bon, j'étais un petit peu en colère, et puis je dis quand même, écoutez, regardez un peu de partout, on ne peut pas perdre de crayons comme ça. Bon, bref, les enfants sortent, et on n'a que 4 crayons sur 6. Et puis dans la voiture, j'ai eu le temps de me dire, bon, attends, Laurence, ils sont petits, c'est pas grave, on va voir.
Et du coup, le lendemain, je leur parle en leur disant, bah, écoutez, voilà, c'est quand même les crayons de maîtresse Anne, elle en a besoin, donc ce serait vraiment bien qu'on les retrouve. Si vous pensez, vous savez où ils sont, vous pouvez les mettre là dans le petit pot que j'avais dédié à ça devant eux. Si vous avez envie de m'en parler avant de le mettre, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de venir me parler. Donc ça, c'était le vendredi. Le lundi, la maman de Léo vient me voir et puis elle me dit, ah bah, un peu sur ses terres, mais nous on sait où ils sont, enfin Léo, c'est lui qui avait pris le crayon. Et puis elle était pas très contente. Et du coup, moi je dis, ah mais Léo, mais c'est super, on a retrouvé le crayon, c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Du coup, bah, mets-le dans le pot. Est-ce que tu veux qu'on en parle tous ensemble ou tu mets juste dans le pot? Et puis, du coup, il avait décidé de le mettre dans le pot. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, la maman, voyant ma réaction, ah bah, du coup, elle aussi, elle trouvait que c'était super que la question soit réglée. Il n'y avait plus vraiment de problème de disparition de ces crayons, quoi. Donc, le regard inconditionnel de l'enseignant peut aussi parfois détourner le regard du parent pour l'orienter vers plus de sérénité envers l'école. Donc, de toute façon, c'est vrai que le quotidien nous amènera toujours des situations où, en tant qu'enseignant, observateur et chercheur, on sera renseigné sur sur notre objectif d'apprendre dans la joie par des indicateurs comme l'engagement dans la tâche, ou comme la confiance en soi, quand Léo vient me rendre sereinement le crayon. C'est-à-dire que non seulement il a ajusté ce qui ne l'était pas, mais il a entraîné sa maman pour regarder ce qui était positif dans ce qu'il a fait. Et cela est dû à une relation d'attachement sécure. Donc, c'est vraiment un encouragement à considérer le chemin. Alors, on va faire une première petite pause et je vous invite dans le chat, si vous le souhaitez, à écrire un mot, une phrase qui vous a plu pendant cette première partie d'intervention. Alors, le chat, où est-ce qu'il est? Il est en bas à droite, là où, à côté de la petite valise bleue, je crois, hein. Ok. Caroline nous partage qu'elle est curieuse. Tout comme Marie d'ailleurs. Alors, on va continuer. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer de prendre d'écrire dans le premier rectangle de votre feuille A4 pliée en 4. Et je vous invite à écrire. Ah oui, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Je vous invite à écrire. Voilà. Je note les 2 théories garantissant un cadre de travail dans la joie. Donc, pas de panique, hein, si vous ne vous en rappelez plus, c'est pas grave, vous aurez le slide. Enfin, les slides. On en reparlera en fin d'atelier. Donc, je vais poursuivre. Se centrer, apprendre dans la joie, c'est se centrer sur les réussites. Et pour cela, je me suis largement inspirée, je me suis servie de l'approche centrée solution de Steve de Chaser et Insoo Kimberg. Donc, cette approche nous invite à un double changement de paradigme. Donc là,
on se fixe sur une destination. Presque, moi, je l'appellerais l'approche centrée destination. C'est-à-dire que dans solution, on ne cherche pas la solution au problème, on cherche une destination vers laquelle on veut aller. Et donc, pour cela, on ne creuse pas là où ça fait mal, on pose le regard sur ce qu'on veut atteindre. On peut s'en servir en récréation parfois. Lorsqu'il y a une tension entre deux enfants, on peut demander quelle est la destination de l'enfant. Est-ce de passer une bonne récréation? Et donc, si oui, on cherche avec l'enfant quelle compétence il a déjà, quelle ressource il a déjà. Et on peut aussi l'aider à trouver ses ressources. Et puis, en général, ça permet à l'enfant de passer à autre chose et en tout cas de vraiment profiter de sa récréation. Parfois, ça peut être adapté de s'occuper du problème, mais en tout cas, de se centrer sur la destination, ça permet vraiment d'être dans l'élan que l'on veut atteindre. Donc, c'est se centrer aussi sur ses réussites, sur les ressources. Donc, l'enseignant est un observateur qui se centre sur toutes les réussites. Par son observation, il est aussi un révélateur, comme en photographie, c'est-à-dire qu'il les met en valeur. Il met en valeur les expériences, les réussites. Et puis, son questionnement permet aussi cette observation. Et l'enseignant n'a pas de réponse. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit dessin, en fait. L'enseignant n'est pas un expert. Il ne détient pas la réponse ou la vérité. Il accepte, il encourage les différences de point de vue. En cas de difficulté, c'est vrai que le lien d'attachement sécure sera d'autant plus important. Il permettra le choix d'une destination concrète, grâce à ses ressources. Ainsi, Léo s'engage courageusement dans la tâche de rédaction hebdomadaire. Et moi, je constate que ses productions sont variées et personnelles. Donc, Léo, c'est mon élève qui a des grosses difficultés de langage oral et du coup, voilà, l'entrée dans l'écrit était évidemment un peu compliquée aussi. Et lors de la tâche de rédaction quotidienne, d'expression hebdomadaire, d'expression, eh bien lui, il partageait régulièrement que c'était vraiment un bon moment pour lui, parce que lui, il aimait pouvoir s'exprimer et il aimait pouvoir se centrer sur ses réussites. Alors, je vais maintenant vous partager l'outil que j'ai commencé de construire au moment du confinement. Donc, c'est ce moment-là aussi où j'étais en formation dans le DU. Donc, j'ai construit les lunettes Mogal qui servent en dictée et en rédaction. Donc, tout d'abord, comme une dictée habituelle, je dicte la phrase. J'invite les enfants à me dire à quoi cela correspond dans leur tête. Est-ce qu'ils ont une image? Est-ce qu'ils ont un petit film? Est-ce qu'ils ont une odeur qui va avec la phrase? Au tableau, je trace la segmentation des mots, c'est-à-dire un mot pour lait, un mot pour ami, un mot pour lapin, un mot pour mange, un mot pour dé, un mot pour carotte. Les enfants, ensuite, on pointe les réussites possibles. Donc, c'est-à-dire que dans les amis lapins mangent des carottes, on va se dire, ah bah oui, pour réussir dans cette phrase, il va falloir qu'on mette la majuscule, ici en bleu, et le point en bleu. Donc, on aura 2 réussites en grammaire. Il va falloir qu'on écrive les mots invariables, les mots outils, que dans ma classe, on appelle les mots code secret, correctement. Donc, dans cette phrase, on a les et des. Il va falloir aussi qu'au niveau de l'orthographe, ce soit correct. Donc, on peut avoir une réussite avec ami, lapin, mange et carotte. Ça nous fait 4 réussites supplémentaires. Et puis, on aura des réussites au niveau des accords, puisqu'il y a plusieurs amis lapins, aussi bien dans le groupe nominal que dans le groupe verbal. Et puis, tout ce qui va être... alors, le L, c'est pour liaison, donc les amis, mais en CP, on peut aussi marquer la segmentation des mots. Donc, dans les amis lapins mangent des carottes, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 réussites parce que les mots sont bien segmentés au bon endroit. Voilà, donc on parle de toutes ces réussites. Puis, les enfants vont travailler individuellement sur leur cahier. Une fois que c'est fait, j'écris la phrase d'un élève au tableau et à ce moment-là, on relève les réussites. C'est-à-dire, on dit, ah bah tiens, il a bien mis le point la majuscule, ok, ça lui fait 2 réussites. Ami, lapin, mange, moi je pense que c'est bon. Après, on a une petite discussion sur carotte.
Et puis, on se rappelle que finalement, carotte, il faut bien 2 thés, que lui, il n'en a mis que 1, donc ça fait que 3 réussites. Voyez? Donc, on regarde tous les critères. Ensuite, les enfants retournent individuellement corriger leur dictée. Éventuellement, ils peuvent compter leur réussite. C'est plus ou moins facile en fonction du moment de l'année dans lequel on est. Et moi, je valide avec eux le comptage des réussites. Donc, c'est vraiment important au moment de la correction individuelle, enfin d'abord collective puis individuelle, de se centrer, de permettre de se centrer sur les réussites. Et cela change le rapport à l'erreur, favorise l'engagement dans la tâche en la rendant plus accessible et permet d'être plus efficace. Donc pour moi, c'est quand même un outil. Il y en a qui appellent ça le code champion, mais il faut vraiment faire attention de tourner ça de façon positive. C'est vraiment tu as mis le point, la majuscule. C'est pas as-tu bien pensé ou as-tu oublié le point ou la majuscule. Alors, en production d'écrit, du coup, quand les élèves écrivent, je peux leur donner juste cette petite bandelette là. Et puis, plus tard, je leur donnerai juste les lunettes parce ils sauront à quoi correspond la bandelette. Eh bien, va vérifier si tu as été un champion, si tu as bien mémorisé les mots code secrets. Et puis, la suivante, c'est tout ce qui est bleu. Est-ce que tu vas vérifier si tu es bien un champion, tu as mis la majuscule, le point, tu as souligné le verbe, le sujet. Voilà. Donc, tout cela diminue la charge cognitive avec la trame qui est proposée dans le petit tableau pour chaque lettre, résout les problèmes de planification. Pour certains élèves, c'est important d'avoir une des paires de lunettes pour porter attention à ce qu'ils souhaitent et pas à tout, et pour corriger du coup étape par étape, et favorise l'entrée dans la tâche en évitant une surcharge dans la mémoire de travail. Voilà. Alors, apprendre dans la joie, place aux compétences psychosociales. Donc, les compétences psychosociales, Béatrice Lambois, docteure en psychologie et directrice des programmes INPES, Santé publique France, nous dit « Au regard des connaissances scientifiques accumulées ces dernières années, le consensus scientifique est actuel et mondial. Donc, les CPS représentent un des facteurs clés pour favoriser le développement de l'enfant, sa santé, son bien-être et sa réussite à court et long terme. » Et elle ajoute, le développement des compétences psychosociales, des CPS, favorise le développement de l'individu, améliore les interactions, augmente le bien-être et joue un rôle essentiel dans l'adaptation sociale et la réussite éducative. Donc, les compétences psychosociales se divisent en 9 compétences probantes, donc des compétences cognitives, des compétences sociales et des compétences émotionnelles. Moi, je vais plutôt vous parler des compétences émotionnelles. Je vais plus développer l'aspect des compétences émotionnelles. Voilà. Donc là, c'est aussi important que le bénéfice du travail des compétences psychosociales, les bénéfices sont tout aussi importants chez les adultes en posture éducative. Donc, quand on est enseignant ou parents qui enseignent, elle favorise la gestion de la classe, cohésion et dynamique, régulation des comportements, la relation de proximité avec les jeunes, le sentiment de compétence et l'accomplissement dans le travail. Je vais donc maintenant vous parler des compétences psychosociales émotionnelles en vous parlant des émotions. Les émotions sont nombreuses en lien avec l'école, aussi bien pour l'enfant, pour le parent que pour l'enseignant. Pour l'enfant, évidemment, ça peut être la difficulté de quitter ses parents, de venir à l'école, ou la joie de retrouver ses copains, la joie de se dire que aujourd'hui, ça y est, les poussins devraient naître. Pour le parent, ça peut être le bol de lait renversé juste avant de partir, juste au moment de partir à l'école, ou ça peut être aussi la joie de se dire que il a des bons copains et qu'il va les retrouver. Et l'enseignant aussi vit beaucoup d'émotions. Enfin,
Je pense que s'il y a des enseignants parmi vous, le bourrage à la photocopieuse juste au moment, juste à 8h15, voire 16, c'est un petit peu délicat et pas très confortable. Ça peut être aussi retrouver les collègues et savoir qu'il y aura un temps d'échange pour justement partager nos expériences. Donc, au niveau des émotions, on passe quand même 90% de notre temps d'éveil à ressentir nos émotions. Et la recherche a largement démontré que ces dernières impactent fortement notre bien-être, notre santé physique et mentale, notre performance et notre relation aux autres. Et les études de Frijda montrent que certaines émotions bloquent ou favorisent les apprentissages. Donc, nous, enseignants, on a vraiment intérêt de promouvoir un climat qui favorise des émotions dites agréables. Et c'est vraiment un levier et c'est une thématique centrale pour la psychologie positive. L'exploitation des émotions peut ainsi devenir un véritable outil au service de toutes les personnes de la classe pour améliorer la conscience de soi, l'autorégulation, la conscience sociale et les compétences relationnelles. Donc, les 10 compétences émotionnelles de Mikola-Djak ont été identifiées. Donc, il y en a 5 pour soi et 5 pour autrui. Donc, les 5 pour soi, c'est identifier, comprendre, utiliser, exprimer et réguler. Ce sont les mêmes pour autrui. Et c'est un travail sur la durée pour l'enseignant et pour les enfants, pour accompagner les propres émotions de l'enfant. Donc, accompagner ces émotions et tenter de les identifier demande une présence de chaque instant. Et les deux personnes, enseignants et enfants, ou enfants et enfants, développent leur habilité dans ces compétences émotionnelles dans le même contexte. Et on peut ainsi être surpris, car un enfant peut vous amener sur le chemin de la régulation. Et pour moi, c'est arrivé avec Joanne. J'étais dans une relation compliquée avec un adulte qui était dans la classe et en fin d'année, voilà, la fatigue aidant, il y avait beaucoup de tension avec cet adulte. Ce qui a suscité en moi une colère que je n'ai pas vu voir venir. Et en fait, Joanne, lui, par contre, il a su l'identifier et il a été capable de me guider pour que je puisse la gérer et la réguler. Il m'a dit, ouh là là, maîtresse, je crois qu'il faut que tu fasses ce que tu nous apprends. Assieds-toi. Et du coup, je me suis laissée guider par Joanne. Et puis, effectivement, j'ai dit aux enfants, écoutez, effectivement, il faut que je m'occupe de ce qui est en train de se passer pour moi. Vous, prenez votre ardoise, vous dessinez. Moi, je vais m'en occuper. Puis, en 1 minute ou 2, ben voilà, j'ai pu passer à autre chose. Mais c'était vraiment intéressant de voir que, voilà, c'est pareil. Évidemment que nous, on est un petit peu plus avancés, mais qu'on est tous en train d'apprendre ensemble. Et le travail que je mène en classe, que j'essaye de mener, permet d'identifier ses propres émotions. Et dans ce cas-là, Joanne avait même identifié les émotions de quelqu'un d'autre, ce qui fait pleinement partie des compétences psychosociales. Et cet exemple montre aussi que l'adulte, dans sa fonction d'exemplarité, est toujours en train d'apprendre. Alors, dans la classe, donc il y a des moments c'est important de créer des moments d'expression des émotions et de mettre à disposition des outils individuels et collectifs dans la classe. Alors, il y a des outils qui sont là de façon ritualisée. Donc, dans ma classe, tous les matins, il y a la possibilité de donner de ces nouvelles. Donc, un petit peu comme je pouvais le faire en maternelle avec les petits smileys sur des gommettes. Là, je propose aux enfants d'exprimer leurs émotions. Et c'est pas un exercice obligatoire, c'est au bon vouloir de chacun. Au début, quand j'ai mis ça en place, je me suis dit, ouh là là, ça va vraiment me faire perdre du temps. Et en fait, non. Parce que vraiment, c'est ce que j'ai dit, voilà, ça permettait de poser l'émotion, de voir si on pouvait s'en occuper ou pas tout de suite. Et dans le cas des enfants, c'est vraiment important de pouvoir s'en occuper au plus vite. Et du coup, de laisser de la place pour l'apprentissage. Il y a aussi le coussin de la colère qui est dans ma classe, où il est possible d'aller taper si on a une colère au lieu de se faire mal à soi-même ou de taper un collègue, ce qui du coup là est plus embêtant puisque là ce comportement est répréhensible.
Il y a aussi des outils que je mets en place grâce aux séquences sur les émotions. Vous pourrez les retrouver sur le site Le Cœur d'une Classe. Vous verrez comment je m'y prends. Puis il y a bien sûr le conseil de coopération inspiré de la pédagogie Freinet qui permet de partager ses émotions. Alors les émotions qui sont plutôt joyeuses avec les merci, le tour des merci ou des félicitations avec les bravos. Puis on peut aussi exprimer son désaccord et faire des demandes. Accompagner de l'émotion de l'enfant, c'est une attention de chaque instant, en classe, en récréation. L'élève nomme de la façon dont il se sent, son émotion. Nous, on peut l'accueillir. C'est vrai que je donne cet exemple souvent parce que le jour du retour en classe, donc j'avais 6 élèves et j'avais Jade et elle venait d'apprendre pendant le confinement, mais plutôt à la fin, que ses parents avaient décidé de se séparer. Et ce jour-là, en fait, Jeanne a vraiment pleuré 3 fois, très très fort. Donc nous tous, on l'a accompagnée. Donc là, c'était un peu facile parce qu'on était que 6. Et puis la 3e fois, je dis à Jade, mais de quoi tu as besoin? Donc c'était quand même le moment où on était de retour, où il fallait tout désinfecter, il fallait surtout pas que un enfant touche le matériel qu'un enfant puisse toucher le matériel qu'un enfant venait de toucher. Et Jade me dit, en fait, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Donc voilà, du coup c'est accueillir ce qui se passe, même si c'est pas prévu, même si c'est pas ce qu'il faudrait faire, et parfois c'est quand même ce qu'il faut faire pour permettre d'accueillir et de passer doucement, plus calmement à autre chose, et pas par la force ou pas en mettant un couvercle pour éviter que tout explose. Donc place aux émotions, c'est aussi tenter d'identifier nos propres émotions. Et pourquoi c'est si important? C'est parce qu'il est difficile d'adopter une attitude sécurisante quand nous sommes envahis par nos émotions et par nos besoins. Parce que dans ce cas-là, on se coupe des autres et l'enfant se sent seul face à nous, donc on n'est plus garant de cette sécurité. Donc notre job, c'est de pouvoir réguler nos émotions pour garder le lien avec nous-mêmes et du coup nos élèves. Voilà, donc vous pourrez retrouver tout un tas d'outils sur la page Laisser la place aux émotions sur Le Cœur d'une Classe. Voilà. Je vais vous proposer un deuxième petit temps de pause. Donc dans le chat, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre émotion au groupe. Alors, je vois de l'enthousiasme pour Caroline. Et moi, ça m'enthousiasme aussi d'entendre, de vous lire plutôt. Et puis, donc, dans le deuxième rectangle, Valérie nous a écrit un grand message. J'aurais bien aimé que ces méthodes... Ah mince, alors est-ce que je vais le retrouver le message? Super. J'aurais bien aimé que ces méthodes soient mises en œuvre pendant ma scolarité. Ça me donne des pistes pour animer des sorties nature. Ok, super. Ouais, donc ça vous reconnecte à quelque chose d'un petit peu plus ancien qui est pas très joyeux. Mais par contre, pour ce qui est de votre quotidien ou de votre présent, vous trouvez des pistes. Et du coup, j'imagine que c'est plutôt de la joie ou la sérénité de pouvoir dire ça. Alors, du coup, on va passer au deuxième petit rectangle. Donc, dans le deuxième petit rectangle, je vous propose de noter les 10 compétences émotionnelles.
pareil, pas de panique, c'est super si vous vous en rappelez d'une. Et surtout que si vous vous en rappelez d'une, ça veut dire que vous en rappelez deux, puisque en fait, elles sont en miroir. Il y en a 5 pour la personne 1 et 5 pour la personne 2. Je vous laisse quelques instants. Voilà, je vais reprendre la parole et puis on va continuer. Alors, donc apprendre dans la joie, émotions et besoins. Avec d'abord l'approche de la communication bienveillante ou la communication non violente, donc qui nous dit que les émotions sont messagères de nos besoins. Et donc, dans la classe, il y a aussi tout un travail quotidien qui peut être mené autour des besoins pour permettre aux enfants de mieux se connaître, pour découvrir l'impermanence des émotions lorsque le besoin est satisfait. Et ça, c'est vraiment important, surtout dans la mesure où nous, en école élémentaire et au début de l'école primaire, en école maternelle et au début de l'école primaire, la construction du temps n'est pas encore complètement stabilisée. Et l'enfant, quand il sent une émotion, il est toute émotion. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et de pouvoir se rendre compte qu'une fois que l'émotion est passée, parce que le besoin non satisfait a pu l'être, et bien du coup, voilà, la vie continue et il n'y a pas de crispation à un moment donné. Ça nous permet aussi de développer un vocabulaire commun pour mieux se comprendre. Alors, pour cela, je vais faire référence à la vidéo à la vidéo qui présente la modélisation du neuropsychiatre américain Daniel Ziegler sur le cerveau dans la main. Donc, après avoir visionné cette petite vidéo très courte et très adaptée aux enfants, il y a un élève qui me dit, en rentrant de récréation, lorsque 2 enfants n'arrivaient pas à se comprendre, il me dit « Oh là là, ils sont complètement dans la situation où il n'a plus accès à toutes les capacités de raisonner, à l'empathie. » Et en fait, il avait su reconnaître, il avait pu mettre des mots et pour reconnaître ce qui se passait, pour accompagner ce retour au calme. Vous trouverez ces vidéos si vous tapez le cerveau dans la main, puis sur le cœur du classe, je les ai mises aussi. Et puis, cela permet du coup aux enfants de la sérénité en vivant nos différences comme un atout et en vivant nos différences et nos excès comme un atout pour mieux vivre ensemble, pour mieux apprendre ensemble. Alors, dans ma classe, comment j'essaye de mettre ça en place ? Donc, mon objectif, c'est de mieux connaître et exprimer ses besoins. Donc, à l'aide d'une séquence aussi sur les besoins que vous trouverez sur le cœur d'une classe et à l'aide du conseil de coopération. Donc, quand on fait conseil de coopération, il y a vraiment un temps qui est dédié puisqu'à ce moment-là, on peut faire une demande à quelqu'un. Donc, l'important quand on est centré sur les besoins, il me semble, c'est aussi de prendre l'enfant dans sa globalité avec ses besoins physiologiques, c'est-à-dire évidemment de boire, d'aller aux toilettes. Et puis effectivement aussi, moi, donc voilà, cette année, j'ai des CP de prendre en compte leurs besoins physiologiques de bouger. Et pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire que lundi, Martin n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens et puis dérangeait ses voisins. Je lui dis, écoute, je sais plus faire avec toi, là, sors et puis va courir un peu et puis tu rentres. Et en fait,
c'est ce qu'il fait. Alors, j'étais moins calme que ce que je vous dis. Donc, je pense que pour lui, c'était quand même pas très confortable. N'empêche que le lendemain, donc hier, il a fait son travail dans le cahier d'écriture et puis il s'est mis à faire, à travailler la fiche d'entraînement de combinatoire. Puis à un moment, il vient me voir, puis il me dit, maîtresse, j'ai besoin de courir. En fait, ça m'a émerveillée. Je lui ai dit, oh, mais alors là, c'est vraiment important. Là, tu es en train de te rendre compte de ce dont tu as besoin. Donc bravo, hein, vraiment, bravo. Ok, il va courir. Donc il va courir un moment, puis il revient, puis il se repose à sa fiche, à sa table, et puis il se remet à travailler. Et puis il revient me voir, mais très très peu de temps après, et puis il me dit, en fait, j'ai encore besoin de courir. Donc du coup là, je lui dis, écoute, je pense que c'est vraiment important que maintenant tu cours vraiment, puis quand tu rentres, parce que la récréation arrive bientôt. Et je pense qu'hier, en fait, il a aussi fait son expérience, c'est-à-dire qu'il s'est lundi, il est allé dehors, puis il est revenu, mais moi j'étais quand même un petit peu énervée parce que je trouvais que c'était compliqué, puis il n'y avait pas que lui qui faisait que j'arrivais pas à faire comme je voulais avec le groupe en fait. Et donc bon voilà, lundi j'étais pas très fâchée, mais c'était sûrement pas très agréable pour lui. Mardi, il essaye une première fois, mais bon, c'est peut-être pas si simple non plus de sortir de la classe. Et du coup, la dernière fois, la deuxième fois où il est sorti mardi, je l'ai vu, vraiment, il a beaucoup couru. Enfin, c'est sûr qu'il s'est dépensé. Donc, j'ai une classe de plein pied. Donc, du coup, il y a accès à un petit prêt. Donc, voilà. Donc, favoriser donc du coup les déplacements grâce à un travail dans le coin regroupement, en atelier, en autonomie, avec des outils à disposition dans la classe. Et puis évidemment, il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir faire en gym, soit en anglais ou en danse de la réussite, où là le corps a vraiment toute sa place. Évidemment, c'est aussi important pour nous de tenter d'identifier et d'accueillir nos propres besoins en tant qu'enseignants. C'est pareil, hein, il est difficile d'adopter une attitude sécurisante quand nous sommes envahis par nos propres émotions et nos besoins. Et nous renvoyons l'enfant à sa solitude, ce qui n'est pas confortable pour apprendre. Notre job, c'est donc de nous calmer pour établir le lien et pour montrer que la relation est importante pour nous. Alors, comme on est adulte, on peut, de temps en temps en classe, on va juste identifier un besoin qui n'est pas nourri et qui a besoin de l'être. Et c'est à nous, avec notre responsabilité, avec notre propre contribution de ce qu'on peut s'amener à nous-mêmes, on va aller satisfaire ce besoin ultérieurement. Pour les enfants, c'est souvent plus difficile de reporter ça, mais ça peut aussi être quelque chose à partager avec les parents. En tout cas, nous, en tant qu'adultes, à nous d'être suffisamment conscients, enfin, de pouvoir être suffisamment conscients pour s'occuper de ce besoin, de nos besoins, et de les nourrir au moment où c'est possible. Alors, je vais maintenant vous parler des besoins psychologiques fondamentaux, donc qui sont une théorie des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, il y a 3 besoins. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de proximité sociale. Je vais d'abord vous parler du besoin d'autonomie. Donc, c'est le besoin qui permet d'offrir des choix. Alors, par exemple, Rebecca Shankland et Sophie Lantôme le définissent comme suivant. Le besoin d'autonomie suppose que la personne se sente en mesure de décider volontairement de son action et se sente auteur de ses actes, actrice de sa vie. Lorsque la personne réalise une action, elle la perçoit comme étant en congruence avec ses valeurs et cela génère un sentiment de cohérence de l'existence. Donc, offrir des choix. On peut offrir des choix par rapport à sa place dans la classe. Si on a la possibilité d'avoir des places supplémentaires, c'est une bonne solution. Sinon, il y a la possibilité d'acheter des Z-tools, ces chaises-là qu'on peut poser par terre et du coup, l'enfant peut aller travailler et s'isoler dans un coin. Pour travailler, on peut aussi s'isoler du bruit avec les casques. On peut organiser les exercices pour permettre aux enfants le choix, c'est-à-dire que moi, en général, je présente tous les exercices et je leur dis, vous commencez par celui que vous voulez, mais par contre, avant d'en commencer un autre, vous finissez le premier, en fonction des niveaux de difficulté. Et là, on peut être surpris parce que certains enfants à qui on conseillerait de commencer, par exemple, par un niveau plus
plus bas, bah, finalement, vont réussir dans un niveau plus élevé. Et au contraire, certains enfants qui sont tout à fait en mesure de réaliser un niveau d'exercice plus complexe choisissent quasi systématiquement quelque chose de plus facile. Donc tout ça, c'est symptomatique de quelque chose qu'on va pouvoir exploiter plus tard. Il y a aussi des temps d'activité dédiés à la nourriture des besoins. Mes élèves arrivent à 8h15 et on démarre la classe à 8h30. Et pendant ce temps-là, ils écrivent les devoirs et après, ils peuvent aller faire ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, un jeu, jouer de la musique, faire des dessins à plusieurs, des constructions. Voilà, on pourra proposer différentes entrées dans les apprentissages par le corps, la manipulation d'objets, le dessin, le schéma et les écrits. Et puis faire des pauses. Alors Scolavi, sur le site de Scolavis, vous pourrez retrouver tout un tas d'outils qui vous aideront pour favoriser les pauses dans l'apprentissage, parce que c'est normal qu'on ait besoin de pauses. Un deuxième besoin, donc c'est le besoin de compétences que Rebecca Shankland et Sophie Lantôme définissent comme ceci. Le besoin de compétences se rapproche du sentiment d'efficacité personnelle et de possibilité d'action sur son environnement, ce qui encourage à poursuivre l'action, à relever le défi, à faire face aux situations, à engager un effort dans l'action. Le chemin étant plus important que l'objectif à atteindre, puisque c'est là qu'on va trouver les ressources. Donc, toute la différenciation qui permet de l'engagement dans la tâche et qui va alléger la charge cognitive, nourrit ce besoin-là. On propose différentes entrées dans les apprentissages. Il y a vraiment des enfants qui ont besoin pour apprendre de passer par le corps, puis il y a des enfants qui n'ont plus besoin, et même de la manipulation, et du coup, le dessin, voire le schéma, leur suffit. Donc, c'est important qu'on demande à chacun ce dont il a besoin. Permettre aussi à chacun de prendre conscience et d'apprendre selon son mode d'apprentissage. Et du coup, favoriser l'échange de stratégies en mettant en lumière les différentes procédures et du coup, en permettant l'acquisition de nouvelles procédures. Et puis, tout cela favorise aussi la flexibilité mentale, l'adaptabilité qui permettent là aussi plus de concentration et de motivation. Proposer différentes modalités de travail en grand groupe, en atelier, en binôme, en autonomie. Voilà. Et développer les différentes compétences selon la modalité. Et le dernier besoin, je vais un petit peu vite parce qu'il est 15h59, mais le besoin de proximité sociale, donc faire vivre les liens en ritualisant, notamment l'expression de la gratitude par des chants, bravo, merci, par des danses de la gratitude, en échangeant avec le conseil de coopération, le débat philo, en prenant conscience de nos liens. Et là, j'aime bien rappeler l'expérience qu'on a eue l'année dernière avec Zoé. Donc, un lundi, voilà, la récréation avait été difficile. Il avait un petit peu neigé et finalement, ça avait été difficile parce qu'il n'y avait pas assez de neige pour tout le monde. Donc, du coup, on avait pris conscience que quand même, quand des fois, il manque, que chacun n'a pas assez, forcément, c'est plus compliqué. Et le vendredi, on avait eu une énorme chute de neige. Et avant de sortir en récréation, Zoé me dit « Ah bah là, cette fois, je crois que ça va aller. On aura assez de neige chacun et puis ça sera quand même plus facile pour qu'on soit ensemble. » Et puis, j'ai rajouté aussi en faisant vivre le lien entre l'intérieur et l'extérieur, donc entre l'intérieur et l'extérieur de la classe, avec les invitations qu'on va se faire entre classes, les invitations qu'on va pouvoir faire avec la maison de retraite ou avec des partenaires divers, avec les sorties. Et puis, c'est aussi intéressant de faire le lien entre mon intérieur à moi qui existe, et l'extérieur de la classe et comment je me situe et je me pose. Voilà, vous pourrez retrouver tout un tas d'outils sur le cœur d'une classe à la page Nourrir les besoins, donc les 3 besoins psychologiques fondamentaux. Alors, dans le chat, si vous le souhaitez, je vous propose de partager quelque chose de découvert ce matin que vous souhaitez mettre en place dans votre vie ou dans votre quotidien, dans vos pratiques.
je vous propose ça parce que moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand je vais dans une formation, j'aime bien me dire, bah tiens, demain, j'essaye ça. Mais c'est vrai que si vous fonctionnez pas comme ça, c'est pas grave. Alors donc, Caroline, explorer la question de la curiosité naturelle de l'individu. Ok. Donc, un aspect plutôt théorique, c'est ça, Caroline? Et puis, Valérie, interrogation sur le besoin non satisfait lors d'une émotion. Ouais, relier émotion et avec le besoin. Voilà, l'émotion, elle nous transmet un message. Ok. Ok, Caroline. Alors, je suis évidemment, si vous le souhaitez, preneuse de comment vous mettez ça en place. Ce matin, j'ai donné un atelier en présentiel dans mon école et du coup, on a échangé là-dessus et c'est vrai que, c'est vrai, on peut parfois oublier qu'on aime apprendre. En fait, on est fait pour apprendre. Et ça se voit évidemment notre première année, tout ce qu'on apprend de 0 à 1 an, mais après à l'école, comment on fait? Ok. Alors, pour continuer, dans la troisième partie, dans votre rectangle, vous pouvez noter les 3 besoins psychologiques fondamentaux. Voilà, je vais reprendre la parole. Du coup, en conclusion, le cœur de notre métier, notre cible. Ah, mon niveau de batterie est faible. Excusez-moi. J'ai cru que j'avais branché mon ordinateur. Il ne faudrait pas qu'il me plante. Ah non, je ne l'avais pas branché. Excusez-moi, je vais le faire. Voilà, je suis désolée. Je reviens. Du coup, j'étais en train de vous dire, alors, est-ce que vous pouvez me dire si ça va toujours pour vous avec un petit pouce, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Oui, super. Alors, Marie et Cédric et Charlène, on n'est peut-être que 3, hein. Enfin 4 avec Célestine.
Bon, du coup, je continue. J'espère que je ne laisse pas en rade Cédric, Marie et Charlène. Enfin, donc en conclusion, notre cœur de métier, la cible, c'est de construire des apprentissages pour réussir dans la joie. Un des chemins est de se centrer sur le chemin, justement, pour mobiliser nos forces, nos compétences et en acquérir de nouvelles. Elles pourront d'ailleurs nous servir dans n'importe quelle autre situation. Donc, du moment qu'on a le cadre bienveillant, j'espère que mon témoignage vous donnera envie de donner, d'essayer, de reconstruire, de recommencer et de partager. En ayant bien conscience qu'en tant qu'enseignant, cette bienveillance doit aussi et surtout être tournée vers nous-mêmes. Et puis, une dernière chose sur l'indicateur de relation élève-enseignant et élève-élève, les programmes, donc comme le programme Scolavie, le programme PRODAS, tous ces programmes qui permettent de développer les compétences psychosociales, sont d'autant plus efficaces qu'ils sont réalisés par nous, en fait, par nous les enseignants, et non pas par des intervenants extérieurs, car les enseignants de la classe relaient le développement des compétences psychosociales tout au long de la semaine et au fil des semaines tout au long de l'année. En conclusion, je vous ai mis un dessin de Élise Gravel avec qui j'aime bien travailler. Enfin, c'est une illustratrice canadienne. Et tout cela aussi a pour but de permettre aux enfants la sérénité en vivant nos différences, nos conflits comme un atout. Et des études ont montré que ce travail, ce climat le plus sain possible amène à mieux vivre en classe, en dehors de la classe et permet d'adopter des règles saines plus facilement dans le futur. Donc, je vais vous proposer de déplier votre feuille. Donc, cette feuille, c'était un outil pour remobiliser notre attention puisque les recherches montrent qu'une pause toutes les 18 minutes favorise notre attention. Et donc, je vous ai demandé environ toutes les 18-20 minutes de faire une petite pause et d'écrire pour pouvoir plus facilement mémoriser ce qu'on était en train de partager ensemble. Et puis, ce petit bonhomme, il pouvait aussi nous faire penser, je m'en suis rendu compte après avoir construit l'atelier, au petit bonhomme de communication bienveillante. Donc ici, on a les idées avec les théories de l'attachement et de la curiosité naturelle. Ici, on a les émotions avec les compétences émotionnelles. Ici, on a les 3 besoins psychologiques fondamentaux. Et ici, dans le dernier cadre, je vous invitais à dire qu'est-ce que vous allez mettre en pratique. Voilà. Alors, j'ai fait une slide exprès pour remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Et je pense vraiment que tout ce que je fais dans ma classe et puis avec le cœur d'une classe et aujourd'hui ensemble, c'est parce que j'aime vraiment échanger les uns avec les autres pour pouvoir partager en profondeur sur ce qui se passe, ce qui m'anime, et aussi pour avancer ensemble dans la joie. Et puis, je pense qu'on est tous des chercheurs de joie. Voilà. Et je voudrais bien vous proposer un petit temps d'échange. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez rallumer vos micros, j'ai l'impression qu'on n'est que 4, Valérie, Caroline, Célestine et moi. Donc, je pense que si vous voulez rallumer vos micros et avant de prendre la parole, levez la main avec le petit bonhomme violet. Je pense que ce sera accessible à tout le monde. Alors, oui, Valérie. Je voulais vous remercier pour cette intervention. Moi, je ne suis pas enseignante. Oui. J'ai un projet de reconversion comme éducatrice à l'environnement. C'est quand même une transmission de savoir ou oui. À vous écouter, je pense que c'est transmission, c'est peut-être pas le bon mot. On va dire un accompagnement. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je m'inspire de conférences comme la vôtre qui sont sur des sujets plus scolaires,
Mais pour autant, la pédagogie est quand même est intéressante. Ces notions de pédagogiques sont intéressantes pour moi. Justement sur comment transmettre ou comment partager d'une façon guidée. Voilà, donc merci pour ce partage. Avec plaisir. Et je pense que vous, en tant qu'éducatrice à l'environnement, vous allez utiliser et pouvoir vous appuyer sur les compétences psychosociales, du coup. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Oui. Je viens du domaine de l'industrie, donc d'accord. Pas vraiment sur ce genre de sujet. Mais justement, ça m'ouvre plein de perspectives, ce que vous nous avez appris. Ok. Merci beaucoup, Valérie. Je veux bien parler, du coup. Oui, Caroline. Alors, moi, c'est Caroline. Oui, c'est pareil, je voulais vous remercier sincèrement pour votre générosité à partager tout ça. J'ai beaucoup d'admiration parce que je me dis que vous avez une classe, plus tout ce que vous menez. Je trouve ça extra parce que c'est important de pouvoir essaimer. Merci. En fait, moi, j'ai été enseignante pendant 20 ans et il y a 5 ans, j'en pouvais plus, en fait. Donc, j'ai repris des études. Et aujourd'hui, je nourris un projet de développer toutes ces compétences, en fait, dans le monde de l'éducation, notamment par le biais de la formation. Oui. Je ne suis pas encore arrivée, mais c'est en chemin. Et j'ai vraiment bien aimé, en fait, votre intervention. Il y avait pas mal de choses que je connaissais, mais j'ai quand même découvert certains points théoriques ou des choses que je pouvais préconiser dans les formations, mais je n'avais pas d'éléments précis théoriques. Donc, merci pour ça, parce que ça enrichit du coup mes connaissances. Et puis, au-delà de ça, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis quasiment plus dans les... J'interviens sur le terrain, mais je suis plus dans une pratique quotidienne. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi vos partages de pépites de vos pratiques de classe, parce que ça montre que ça marche, en fait. Et je trouve ça... c'est ça. Et je pense que ce message, il est aussi important à entendre, parce qu'on entend beaucoup autre chose quand même. C'est ça. Et voilà, moi, j'aspire à être une formatrice, mais pas une formatrice de yaka. Oui, je comprends. C'est tellement facile. Donc voilà, pour ça, merci, parce que voilà, je me rends compte que c'est possible et ça me donne de l'élan et donc encore plus envie de continuer dans cette voie. Ok, merci beaucoup, Caroline. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai prévu un petit questionnaire non, je ne sais pas si c'est de satisfaction. Du coup, je voudrais bien évaluer. Donc, je vais le faire apparaître. Donc, du coup, moi, j'utilise pour la première fois Global, cet outil-là de visio. Donc, vous allez avoir un petit questionnaire si vous voulez bien répondre. Le sondage, c'est plutôt un sondage. Donc, vous le voyez, le sondage ? C'est Valérie. J'ai vu qu'une seule question, moi. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une question pour l'instant. Ah, alors c'est normal. Oui, c'est ça. Je vous ferai passer deux questions, en fait. Ah oui, ça y est, excusez-moi, je n'avais pas vu. Et donc voilà. Je vais exporter les résultats, mais je ne sais pas trop. Et je clôture. Et je vous fais passer le deuxième sondage. Le voilà. Je le lance. Il n'a toujours qu'une question.
Voilà. Je l'arrête. Voilà. En fait, je me dis que je suis peut-être allée un peu vite à la fin là, parce qu'en fait l'heure est dépassée, c'est pour ça je crois que je me sens un petit peu prise par le temps, mais si vous voulez échanger d'autres choses, c'est tout à fait possible. Sinon, je vais clôturer. Vous pouvez peut-être me faire un petit signe par smiley pour me dire bah c'est bon, je sais pas ce que ça pourrait être ce smiley, mais enfin peut-être le smiley pensif. Ouais, c'est bon, ok, c'est bon pour Caroline. Et c'est bon aussi, d'accord. Alors donc, bah, merci. Hein. Merci à vous deux, avec Célestine, ma fille, en fait, qui était là en support technique. Merci Célestine d'avoir participé. Et évidemment, si vous souhaitez participer à d'autres ateliers conférences, ben, allez vous inscrire sur le site du festival. Donc le festival, vous avez vu, propose des événements gratuits, organisés par des structures bénévoles et coordonnés par l'association lyonnaise La Maison de l'Apprendre. Ce festival repose entièrement sur vos dons. N'hésitez pas également à nous soutenir si vous le pouvez et le souhaitez sur le site du festival ou via le QR code qui est affiché. N'hésitez pas à partager vos retours par mail ou à partager vos apprentissages sur les réseaux avec le Dièse Festival de l'Apprendre. Voilà, je vous remercie vraiment. J'ai été très heureuse d'échanger avec vous et enfin de vous présenter puis d'échanger un tout petit peu. Je suis un tout petit peu frustrée parce que je crois quand même j'aime vraiment mieux le présentiel, mais je suis quand même contente d'avoir pu faire ça et d'avoir peut-être semé des graines auprès de vous. Merci beaucoup.